Et décidément, cette histoire de descendant lointain de Louis XVI échoué au bord du département a bien du mal à révéler tous ces mystères par défaut du principal intéressé, que j'ai toujours pas rencontré, mais qui lui ressemble physiquement, paraît-il, terriblement. En tout cas, au moins j'ai fait ce que j'avais promis. Avant-hier, je suis allé voir sa maison. J'ai sorti la moto pour faire la centaine de kilomètres qui me séparaient du lieu où vivait ce monsieur, puisqu'on ne pouvait pas le joindre par téléphone. Ça commence donc par un tableau assez champêtre. Imaginez un pays dont la ruralité s'accentue toutes les 5 minutes. D'abord une route à 4 voies, puis à 2, puis une route de campagne qui serpente au milieu des collines, une route assez dangereuse à cause des camions qui transportent du fourrage et aussi des pains de terre qui ont été laissés par des tracteurs. Enfin, vous arrivez devant une grosse bourgade dont je tairai le nom, avec des toits en lauze, des maisons dans un agencement assez moyenâgeux, des porches voûtés, un village très pittoresque en fait, en pente, avec une jolie vue digne de figurer dans les guides. Et là, j'avais une adresse, mais sans numéro. Donc, une fois dans les parages de la maison, de mon hôte éventuel, hein, puisque il ne sait toujours pas que je viens, j'hésite entre deux bâtisses et je vois deux femmes qui marchent le long de la route, masquées de bleu, évidemment, malgré le vent frais, et lorsqu'elles arrivent à la hauteur de ma moto, dont j'ai coupé le moteur, je relève ma visière pour leur parler, mais au lieu de s'approcher, elles font deux pas en arrière par crainte des virus. Je leur demande en haussant un peu la voix où, enfin chez qui d'autre, le monsieur pourrait se trouver à pareille heure, il était 2h moins 5 environ. Elles me disent on ne sait pas, allez voir à la mairie. Et du coup, je file à la mairie. Et là, l'impression se confirme. Je suis tombé dans un village de béni-oui-oui, tous masqués au fin fond de la ruralité française. C'est l'ancienne France radicale socialiste du sud-ouest avec fort accent, devenue socialo-écolo gnangnan, gouvernée par des femmes en salopette qui votaient la Guillet il y a 20 ou 30 ans. Partout des affichettes annonçant une collecte pour les Ukrainiens et puis des petits drapeaux bicolores piqués dans le moindre pot de fleurs. Ça sent la consigne donnée par le Conseil général, par les comités, par les associations solidarité, machin truc, etc. Si les gens avaient un peu réfléchi, ils se seraient dit, c'est curieux, des gens qui ont du mal à acheter de quoi manger, j'en connais pas mal ici, pas besoin de traverser l'Europe, hein, ce sont par exemple ceux que le gouvernement a ruinés en les faisant chasser de leur entreprise parce qu'ils refusaient d'être piqués. Mais au contraire, ici, ça sent la France qui ne réfléchit pas, qui obéit au préfet, qui remplit son attestation de sortie quand on lui demande, qui s'est rué en masse dans le panneau Covid pendant 2 années, quitte à mettre ses fils et ses gendres au chômage, et puis qui a juste changé de panneau apparemment à l'entrée des commerces. Maintenant, on a mis du bleu et du jaune, mais c'est le même principe. On m'excusera pour ces périphrases, mais on n'a plus le droit de prononcer le nom même des belligérants sans recevoir des avertissements selon lesquels on incite à la haine. Entre parenthèses, je me permets de signaler à la police française de la pensée que l'incitation à la haine est une accusation très grave, notamment quand on l'applique à quelqu'un qui écrit des livres, dont c'est le métier, qui vit plus ou moins de la faveur publique, donc. Et qu'une accusation aussi grave, proférée à la légère, sur le ton de Marlène Schiappa, justifierait largement une action en dommages et intérêts, non pas contre la censure elle-même, l'hébergeur a tous les droits, mais contre la diffamation. Et là, même si vous êtes une société de droit privé, vous n'avez aucun droit de diffamer quelqu'un en disant à ses abonnés « nous avons supprimé ce contenu parce qu'il incitait à la haine ». Oui, parce qu'il faut quand même le prouver juridiquement. En outre, dans un pays où le président s'autorise à dire « j'ai très envie d'emmerder une certaine catégorie de Français et je vous y invite, on va s'y mettre tous », la qualification juridique d'incitation à la haine est cette fois indiscutable. Ce qu'a dit le président est là, pour le coup, réellement de nature délictueuse et propage objectivement discrimination, rejet, haine d'autrui, pour ne rien dire des gens d'origine russe en France qui bientôt vont devoir se promener avec une autorisation de sortie. Bon, je referme cette parenthèse avant de gravir sous vos yeux les escaliers de la mairie le jour de mon escapade dans la France ultra profonde, escaliers qui ont vu passer des centaines de hautes formes, de moustachus en casquette, de dames en jupon, des Français d'autrefois qui, eux, avaient un jugement, qui lisaient un journal local, imprimé à Rodez ou à Albi, et qui ne regardaient pas LCI pour savoir ce qu'il faut penser parce que Washington l'a décidé.
Au premier étage de la mairie, derrière un guichet en plexiglas, je tombe sur une secrétaire de moins de 30 ans, maussade et méprisante, mais on pardonnera le pléonasme, masquée jusqu'aux yeux évidemment, qui relève la tête à regret, vous savez, après 5 secondes où elle fait semblant de lire un truc. Et elle me dit de remettre mon masque aussitôt. Je lui dis non, gentiment, hein, sur le ton, pas d'enfantillage, mademoiselle, dans une semaine, ce n'est plus nécessaire, nulle part. En plus, scientifiquement, ça ne l'a jamais été. Et là, je prends pour elle un exemple socratique, je lui dis, vous qui êtes apparemment solidaire de ce pays bleu et jaune, là au fond de l'Europe, vous devriez vous inspirer de son exemple. Quand ils sortent des caves, ces gens, après un bombardement, leur premier réflexe n'est pas de mettre leur masque. Croyez-moi, ils ont même oublié qu'ils y étaient obligés il y a 3 semaines par un gouvernement de Tartuffe mondialiste. Donc, vous voyez, tout est relatif. Ces gens, maintenant, là-bas, dont vous êtes si solidaires, ont d'autres problèmes, de vrais problèmes cette fois. Donc, moi, par solidarité, je fais comme eux. J'ai décidé de ne voir que les vrais problèmes et d'enlever mon masque en disant « Arrêtez de nous les briser avec ce virus » et ce sera, mademoiselle, ma conclusion pour le moment. Là, j'ai quitté les lieux devant la fille un peu médusée quand même. De toute façon, elle n'avait aucun renseignement à me donner sur la personne que je cherchais. Et là, j'ai soupçonné que ce monsieur, le descendant de Louis XVI, devait être un original pas toujours traité avec bienveillance, lui non plus, par les habitants du lieu. Ensuite, j'ai fait le tour du lieu en question, j'ai passé 1 heure à rôder dans les parages, dans l'espoir que le type allait rentrer chez lui. Et là, ce jour-là, donc, je mesure pleinement le désastre qui afflige cette France du second rayon, cette France déclassée, dégriffée, sacrifiée, comme on dit pendant les soldes, moins 70%, un désastre dont j'ai fait part à mes amis du Novax Bar 2 jours après, Christiane, la psychiatre de Montpellier, Bernard et Suzanne, l'abonné au Monde, Gustave et Léon. Je leur ai dit, ces gens ont été littéralement assassinés socialement, lessivés par les manipulateurs, les élus, les médecins de plateau, leurs généralistes, leurs pharmaciens, les journalistes, et ils ne s'en rendent pas du tout compte encore. Il y a au centre du village un magasin de vêtements hommes, femmes, enfants, un bar, brasserie complètement vide entre midi et 2, il y a des boutiques de souvenirs, un musée, un Groupama, une agence du Crédit Agricole, une maison des associations, un tabac-presse encore fermé à 2h15, 3 salons de coiffure, une hostellerie avec un S, et la moitié de ces commerces portent le drapeau jaune et bleu en signe de soumission à un ordre mondial qui pourtant les a complètement ruinés, mais ils continuent de lui obéir en se disant peut-être qu'il va m'épargner. Donc à peine a-t-on oublié la grosse grippe que les voilà focalisés sur les bombardements à la frontière russe, et tout ça au moment, c'est bizarre, quelle coïncidence, où sortent les premières études sérieuses officielles américaines, effroyables évidemment, sur les conséquences des 3 fléchettes sur les sportifs, sur les jeunes qui claquent sur le terrain. Et là, bingo, l'agitation en Europe centrale permet de faire oublier l'essentiel, et l'essentiel mondialement, ça reste les conséquences criminelles de ce qui a été administré de force, les procès à venir, l'ouragan de la vengeance qui grossit, et la guerre fait diversion. Je vous donne un exemple juste à côté de moi dans ma famille, le Rejdi, à mes amis du Novax Bar, un type de 50 ans, c'est 3 fléchettes, et malgré ça, il attrape la fameuse grippe à la mode, et dans la foulée, 1 mois après, douleur, malaise, péricardite, invalidité. Et dû à quoi, je vous le demande? Ben, à la fameuse grippe, me dit-on, à toute vitesse, ça lui a fatigué le cœur. Et quand je suggère que ça pourrait être un effet des 3 fléchettes, on me répond, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je te signale que si tu continues sur ce thème, je raccroche. Et là, l'abonné au Monde, qui était parmi nous, fidèle à sa méthode, a essayé de dévier sur un autre sujet brûlant, qui était la candidature officielle du président français à sa propre succession, candidature dont Léon avait dit qu'il ne la sentait pas du tout venir en tant que voyant. Et Léon lui a répondu, écoute, je te répondrai tout à l'heure, mais là nous parlions d'autre chose, tu as remarqué. Et chacun a invité plutôt Christiane, en effet, à analyser en sa qualité de psy le changement de hochet pour l'opinion que je venais de décrire. On était donc passé des gestes barrières au drapeau bleu et jaune en 1 semaine, sur recommandation, on peut même dire sur injonction des médias et des élus. Et Christiane a simplement dit, écoute, j'ai une amie pharmacienne qui me racontait qu'on est tombé
a pratiquement zéro test, ou très peu. Les gens ne posent même plus de questions sur le virus. En revanche, ils sont tellement ravagés par l'actualité qu'ils me réclament, dit-elle, des pastilles d'iode en cas d'attaque nucléaire. Et là, Gustave a dit, de toute façon, il y a un bon moyen de juger de l'utilité des fameuses pastilles d'iode, c'est de voir si le gouvernement les interdit. Parce que si le ministère de la Santé te dit que les pharmacies ont reçu l'ordre de ne pas en vendre, tu peux être sûr qu'elles sont indispensables. Alors Vladimir, de son côté, avait visiblement récupéré des canaux d'information sur Internet suffisamment proches du théâtre d'opération dans son pays d'origine. Je rappelle qu'un de ses cousins vivait à la frontière hongroise et l'autre à Donetsk. Et il nous a dit en plus, cette histoire nucléaire est un bobard, mais de A à Z. L'autre jour, j'écoutais RTL. À les entendre, les envahisseurs auraient délibérément tiré sur les installations pour provoquer un Tchernobyl. En fait, évidemment, quand les troupes se sont pointées pour prendre le contrôle de la centrale, comme c'est normal dans une occupation, elles ont rencontré des milices locales qui ont été ratissées en un quart d'heure, et dans la débandade, il y a un milicien ou deux qui, avant de partir, ont foutu le feu au bureau. Voilà la réalité. Il y a même pire. On nous a parlé, a-t-il dit, d'une île aux serpents dans la mer Noire et de sa garde farouche qui disait qu'elle allait mourir jusqu'au dernier. C'était donc fort à la mot. Hein. On imaginait déjà toutes les Marie-Charlotte de la province française en train de broder des coussins souvenirs à la gloire des héros. En fait, ils se sont rendus, hein, ces 80 types-là. La soi-disant escouade valeureuse qui regardait l'horizon sur son rocher était là plus prosaïquement pour défendre des labos où on faisait depuis 15 ans des recherches absolument dégueulasses sur des armes biologiques sous houlette et sous financement américain. C'est nettement moins glorieux pour broder un coussin souvenir. Quand tu regardes, a continué Vladimir, c'est partout pareil. La moitié des trucs de ce genre sont des montages. Moi, des labos qui développaient des virus à des fins militaires au nord de la capitale, j'en entends parler depuis 10 ans au moins par ma famille. Mais tu vas voir qu'on va nous expliquer que c'est l'envahisseur qui a inventé toute cette histoire, alors qu'on a tous les papiers qui montrent l'accord de biochimie entre le gouvernement bleu et jaune et l'État américain, et qui stipule que c'est ultra secret toutes ces recherches, et que personne, sauf le personnel du labo, n'a le droit de savoir ce qui s'y passe. De même qu'on a retrouvé, je vous le signale, a-t-il dit encore, les papiers d'un accord passé entre l'OTAN et la Russie qui disait très clairement que l'OTAN ne s'étendrait pas avec l'ouverture des pays de l'Est. Et on a vu le résultat. L'abonné au Monde, comme toujours, quand il est gêné, a essayé encore une fois de changer de sujet. Il a dit, enfin, toi, on peut pas dire que tu aies fait preuve d'une très grande perspicacité. Il y a 3 ans, tu te réjouissais de l'arrivée au pouvoir du Hanouna ukrainien, comme tu l'appelles, et il y a encore 15 jours, tu disais que ses voisins russes n'attaqueraient pas. Et Vladimir a répondu vexé quand le Hanouna du Danube, le président qui joue du piano debout, là, est arrivé. Il remplaçait un autre président tortionnaire, bombardeur. En plus, le nouvel arrivant dirigeait un mouvement qui s'appelait Serviteurs du Peuple et dont le nom était issu d'une série télé assez marrante, Anticorruption, dont il était la vedette. Donc moi j'avais le droit d'avoir confiance et j'avoue que j'y ai cru. Et pour ce qui est de l'invasion, a-t-il dit encore, à laquelle je ne croyais pas, c'est vrai, c'est un peu normal qu'elle ait pris tout le monde par surprise. Hein. Dans toutes les guerres, on essaye de cacher son jeu. Et là, Léon a observé, et ce qui est marrant, c'est que pour les marchés financiers notamment, au contraire, c'est pas vraiment une surprise. Ça faisait 1 mois qu'ils avaient anticipé par l'alimentaire, les matières premières, etc. Et ça fait 8 ans que l'ours russe achète des lingots d'or tout en vendant ses bons du trésor américain et que la Chine fait pareil. Il y avait donc partout des indices que tout ça était planifié de longue date. Moi, j'estime au moins 4 ou 6 mois. Je rappelle pour les nouveaux habitués de cette chronique que Léon, un original calculateur, prodige, pianiste, cycliste qui vit en sandales de février au mois de novembre, travaille pour des sites boursiers et pour des établissements bancaires dans le domaine des maths financières. C'est comme une science qui confine d'ailleurs à la voyance, ça tombe bien parce qu'il a aussi les dons dans ce domaine. Et c'est d'ailleurs pourquoi tout le monde lui est tombé dessus à ce pauvre Léon, car il avait dit que Macron ne se représenterait pas. Enfin, il a d'abord dit, il y a quelques mois, que Villiers irait si Macron n'y allait pas, et ensuite que Macron s'abstiendrait. Or, visiblement, il y va, et donc l'abonné au Monde lui a dit « tu t'es trompé ».
Et Léon a eu cette réponse olympienne que j'ai trouvée admirable. Non, c'est lui qui s'est trompé. Et là, Léon a expliqué à Christiane, qui semblait la mieux placée pour le comprendre, les gens qui, comme moi, ont des intuitions sur l'avenir, mélangent toujours avec leurs supputations personnelles. J'ai vu clairement, en effet, qu'une fenêtre lui était offerte pour partir en douceur. J'ai pensé qu'il allait le faire, mais là, c'est mon propre instinct de conservation qui parlait. Mais lui ne l'a pas du tout. Il est suicidaire. Et j'ai vu parallèlement qu'il allait repousser l'élection dans le temps. Donc, sans le vouloir, j'ai supposé, j'ai supputé à titre personnel qu'il allait saisir l'occasion qu'on lui offrait en poussant une femme à sa place. Seulement, il s'est passé deux choses. Bon, d'une part, il faut reconnaître que la femme en question était nulle, et même un peu idiote sur les bords, mais surtout, il a été trop content de dire à ses commanditaires, là, vous voyez bien, elle est incapable, il faut que j'y aille moi-même. Et là, il commet une erreur majeure en y allant, une erreur qu'il va payer très très cher, mais j'aurais dû m'en douter finalement, parce que ce genre de caractère est fait par orgueil, par forfanterie, pour se jeter dans le gouffre qui va le dévorer, et donc il va y aller, il y va, mais il ne sera pas élu, parce qu'il va lui arriver des trucs avant. Des trucs, quels trucs? Et je demandais, liés à ce qu'il fait et ce qui est dit dans le contexte actuel. En gros, il y a une chose qu'on lui pardonnera jamais, c'est un échec militaire et économique humiliant. Or, il y va, il y fonce. D'ailleurs, ils y vont tous. Ils vont tous beaucoup trop loin en ce moment. Ils sont terriblement présomptueux, devant qui, vous savez, qui lui est très déterminé. Et ils croient, tous ces Européens, que les Américains les soutiennent, mais en fait pas du tout. Ils les excitent. C'est pas pareil du tout. Par exemple, si un fleuron de la marine française devait y passer au large de la Turquie, les Américains ne bougeraient pas le petit doigt. Mais attention au petit choupi là, parce que lui, il peut péter un câble. Et dans certaines situations, quand on pète un câble, c'est le courjus général, le disjonctage absolu. Et il me paraît programmé dès le début pour disjoncter entièrement ce garçon. À noter que Christiane a hoché la tête à ce moment-là, ce qui était assez inquiétant quand même, car elle était spécialiste du disjonctage. Elle avait soigné des disjonctés toute sa vie. L'abonné au Monde a demandé, on est dans la prédiction ou dans la supputation là? Vous savez bien, a répondu Léon, qu'il y a des choses que je n'oserais jamais prédire formellement, mais si j'étais l'état-major, je me garderais bien de faire le malin au large du Liban. Je dis ça comme ça. J'ai, je viens de vous le dire, beaucoup de mal à distinguer l'intuition pure du raisonnement qui la suit. Et là, il s'est adressé à Christiane. Il a dit, je ne suis pas une mécanique ultra rapide, une calculette. Je n'ai pas un boulier dans la tête. Quand je cherche une racine carrée, je vois le résultat immédiatement d'une espèce de nuage en couleur. C'est une révélation, donc c'est quelque chose qui m'est dicté. Ce n'est pas du calcul au moins conscient. Mais devant les événements, l'actualité, tout ça, j'ai beaucoup de mal à lire ce que je vois sans réfléchir. C'est bien plus dur à interpréter que les chiffres. Oui, on a déjà eu cette conversation, a dit Gustave, donc dis-nous ce que tu lis et ne réfléchis pas, n'interprète pas. Eh ben, je lis que le bien n'est pas du tout du côté que l'on croit en ce moment, mais qu'il est de la nature du diable de faire croire à la bonté, à la main sur le cœur, à la solidarité, au rassemblement avec des bougies. Et c'est pas valable que pour la situation actuelle. Depuis 40 ans, l'Occident devient le régime totalitaire du sourire obligatoire. Tu me demandes de lire, je lis une fois de plus quelque chose de curieux, le rôle très bizarre d'Elon Musk qui, en maintenant son réseau Internet satellite pour les deux belligérants sans préférence pour aucun, va permettre de révéler des choses en direct. Quelles choses? Que ce pays a été le théâtre d'abus financiers, moraux, sexuels absolument invraisemblables. Des preuves existent qui seront difficiles à faire passer pour de la propagande. Donc Musk, en disant mon réseau céleste est neutre, il laisse passer toute l'information, est en fait du côté de ceux qui cherchent à prouver que le diable est à l'œuvre. Il va jouer le même rôle qu'Assange en disant je prends aucun parti, je montre des documents, vous jugerez par vous-même. Et il sait que les documents sont terribles. Mais quels documents, a dit l'abonné au Monde? Et là c'est amusant, il était un peu inquiet. Eh bien, on va avoir, a répondu Léon, un tableau complet de ce que le libéralisme économique forcené, sans entrave, sans morale, sans retenue, sans Dieu, est capable de produire dans un pays colonisé, soi-disant par le bien. Ce qu'on ne voit pas, c'est une situation de pauvreté, de perte de repères dans la précarité,
une absence de spiritualité dans la modernité liée aux années communistes qui engendre une dépravation terrible où seul l'argent compte. Et le réseau Internet de Musk va permettre pour une fois de révéler des preuves avant qu'elles ne soient cachées, avant l'arrivée des commissions d'enquête. En numérisant ce qu'il trouve très rapidement sur le terrain, en envoyant ça sur les réseaux tout de suite, les soldats qui avancent, et les services secrets j'imagine, vont révéler des trucs dans tous les domaines, financiers, administratifs, moral, criminels, à cause de la soudaineté de l'irruption des forces d'occupation ou de libération. Ça va être comme à Pompéi. La société ukrainienne va se retrouver figée dans ses attitudes du moment, ses habitudes, son intimité, exactement comme celle de Pompéi au moment de la pluie de cendres brûlantes. Kiev était sous l'influence du grand Moloch de l'argent, du divertissement, de la corruption planétaire, du blanchissement. C'était un lieu où le trafic d'êtres humains, à cause de la Roumanie notamment toute proche, était épouvantable, où les mères porteuses sauvages, clandestines étaient très nombreuses, où les orphelinats étaient très convoités par des associations humanitaires très douteuses, et parfois canadienne ou américaine, où on faisait tout ce que l'Amérique ne pouvait pas faire chez elle. L'Occident va apprendre un peu tard dans quoi il s'est fourré en tout domaine, mais celui que je connais le mieux, c'est évidemment le financier, l'économique, et là c'est difficile pour moi de ne pas mélanger ce que je sais et ce que je devine. Je sais par exemple que le retour à l'étalon or et l'abandon du système d'échange interbancaire SWIFT, qui était général, vont précipiter ce que les Américains redoutaient, c'est-à-dire le morcellement du monde en 2, 3 ou 4 zones économiques qui n'auront plus le dollar comme maître. Or, sans ce poumon, ils s'asphyxient. Et le mensonge de leur dette auto-accordée, auto-entretenue de 31 000 milliards de dollars ne peut pas tenir longtemps. Leurs créanciers vont leur dire « Désolé, mais vos bons du trésor, on s'en méfie maintenant, on préfère le yuan ou le rouble. » Et c'est là que, comme toujours dans l'histoire, ils vont essayer de transformer, les Américains vont essayer de transformer leurs bons du trésor en emprunts de guerre. C'est classique. Mais c'est là que je commence à deviner et non plus à raisonner. Je devine que ça ne va pas se passer comme ça, que ça ne va pas marcher pour une fois. Pourquoi? Eh bien, principalement pour des raisons philosophiques, morales et presque religieuses. Parce que les temps sont mûrs pour une révolution dans les esprits. Tant que l'Amérique c'était John Wayne, Elizabeth Taylor, Gregory Peck, on s'est dit que l'influence était légitime sur le monde entier. Mais quand ça devient Marilyn Manson et toute la palette des préférences sexuelles les plus provocantes qu'on impose au reste de la Terre par le biais des clips vidéo, etc., tout en infligeant des sanctions économiques au nom de la morale, ça provoque une réaction de rejet général. Et je ne vous fais pas un dessin, nous sommes, la France est au cœur de la tourmente dans ce domaine des mœurs, à commencer par l'Élysée. Quand on pense que l'autre, là, s'est pendu en prison comme son ancien partenaire en Floride, les révélations vont commencer à pleuvoir et les Russes n'y seront certainement pas étrangers. Et là, l'abonné au Monde en a fait des tonnes sur le ton « Non mais qu'est-ce que tu insinues là ?» Et l'autre a répondu, comme dans Molière, « Celui qui se sent morveux, qu'il se mouche ». On était sur le point de se disputer sur ce thème quand j'ai saisi au vol une réflexion de Bernard qui disait quand même, quand on y pense, c'est loin, Moscou, ici on est tranquille, et je pense qu'on le restera. J'aurais pu lui parler de la crise probable des engrais qui viennent pour une grande partie de là-bas, du défaut de blé, de maïs, des Allemands qui vont être contraints de se chauffer à la bougie, si ça se trouve, faute de gaz. Mais j'ai répondu, tu dis c'est loin, mais je te signale qu'il y a 3 ans, j'ai vu arriver ici, entre ma maison et la fontaine, une grande voiture Nissan, grise, haute sur pattes, toute neuve, avec un couple de 40 ans et ses 2 enfants qui sont sortis de la bagnole, un garçon et une fille qui m'ont demandé par geste si l'eau était potable. Par précaution, j'ai rempli leur gourde sur l'évier et je leur ai dit 3 mots en russe d'ailleurs, car leur voiture était immatriculée à Moscou, là-bas, donc c'est pas si loin que ça. Et avant qu'on se sépare, Gustave a demandé quand on pourrait aller voir le fameux Louis XVI là-bas. Alors j'ai répondu que j'avais laissé une lettre dans sa boîte, donc je suis obligé de vous laisser sur ma réponse à Gustave, on va voir s'il me répond. Et j'irai le voir dans la semaine. J'ai ajouté, ça m'amuserait quand même beaucoup de le rencontrer, c'est comme se pencher sur le puits du temps, on se voit soudain dans une autre dimension,
Et Léon a repris au vol en disant exactement, c'est exactement ça qui est en jeu aujourd'hui, une société spirituelle ou non, l'homme est une étoile en 3 dimensions, mais on essaie de le rendre infirme en ce moment en coupant la branche du bas. Il se projette dans l'espace autour de lui, horizontalement, il regarde les étoiles verticalement au-dessus de lui, mais on l'empêche de regarder en dessous, les racines, les fondations, les ancêtres, la tradition, la généalogie, la génétique. Ce qui détermine où nous allons, c'est ce qui s'est passé avant nous. On dit rien de nouveau sous le soleil, la vie est un samsara, un éternel recommencement. Donc, pour que nous soyons de plus en plus raffinés, civilisés au fil du temps, la mémoire a une importance considérable. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On est de moins en moins civilisé parce que tout est au présent, obligatoire. Pas de capital, pas de patrimoine, du jetable dans la société diabolique qu'on veut nous imposer. Tout sera nouveau tout le temps. On n'aura que de la mémoire vive. Bien le problème, c'est comme en informatique, quand on te débranchera, tout sera effacé. Et il a conclu, je veux bien t'accompagner chez Louis XVI. Je vous tiens au courant. À bientôt, merci.